bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Leadership et Transformation, le podcast du management et de la transformation positive des organisations. Mon ambition, vous aider à travers ce podcast à créer des communautés de travail inspirées et engagées pour plus de réussite et de plaisir, que ce soit sur les plans individuels ou collectifs. Je m'appelle Patrick Borne, je suis consultant en management et en développement des organisations. Et je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans ce podcast et dans ce premier épisode pour vous parler de quelque chose qui n'est peut-être pas simple en ce moment, maintenir un état d'esprit positif en contexte de crise. Pour vous-même, bien sûr, en tant que manager, et également au sein de vos équipes, pour vos collaborateurs, pour maintenir une dynamique et continuer à aller de l'avant. Et je vais lancer ce podcast avec une série d'épisodes dédiés au management en contexte de crise parce que malheureusement notre actualité est bien là. Nous sommes en pleine crise du coronavirus avec toutes ses déclinaisons, sanitaires bien évidemment, économiques et sociales également. Avec toutes ces restrictions liées à ce deuxième confinement, à l'annulation des spectacles, des rassemblements, la fermeture des salles de sport, des bars et des restaurants, tout ça, ça nous prive de moments de plaisir, de joie, de divertissement, de partage. Et ces moments, nous en avons besoin pour alimenter notre joie de vivre, notre énergie de vie, cette énergie qui nous permet de nous propulser dans la vie, y compris quand les temps sont difficiles. Et si on y rajoute le contexte terroriste, tout ça peut créer des situations un petit peu difficiles à vivre, un peu lourdes, en plus dans une saison très particulière qui est l'automne, qui est plutôt propice à la mélancolie, à une forme de tristesse, avec quelquefois une accélération des risques de dépression. Et si on en vient à un plan purement professionnel, votre entreprise est peut-être confrontée à un certain nombre de défis à relever pour maintenir l'activité, le chiffre d'affaires, pour limiter les pertes, pour réorganiser les activités et maintenir le moral des troupes. Et en tant que manager, quel que soit votre statut ou votre position dans l'entreprise, vous êtes bien évidemment en première ligne. Donc dans ces contextes, il me paraît essentiel de maintenir un état d'esprit positif et je vais vous livrer 5 clés pour cela. Mais avant d'aller sur ces 5 clés, il me paraît important de poser 4 raisons qui, à mes yeux, me paraissent essentielles et qui me motivent à maintenir et à cultiver cet état d'esprit positif. Première raison, ne pas se laisser aller au découragement et s'installer dans un état défaitiste dans lequel il n'y aurait plus rien de possible. Et finalement se lever le matin en se demandant pourquoi on est là, à quoi on sert, que faire, ou encore qu'est-ce qui va bien pouvoir nous tomber sur le coin de la figure aujourd'hui. Donc j'exagère un peu, mais ça peut arriver à des doses plus ou moins variables. Et un état de fond peut s'installer et nous plonger dans une forme d'impuissance, de pessimisme, de résignation. Et c'est vrai que cette situation, la situation actuelle, pourrait nous amener à penser que nous ne maîtrisons pas grand-chose, que nous ne pouvons que subir ce qui se passe. J'utilise le « nous » parce que je m'inclus dans cette réflexion qui me concerne aussi en tant qu'entrepreneur. Or, nous avons des leviers pour agir. À nous de les trouver. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, c'est évident, mais nous pouvons choisir comment nous allons répondre à cette situation. Ça, nous pouvons le maîtriser. Nous pouvons choisir notre état d'esprit, prenons nos responsabilités, nous sommes responsables de nos pensées, de nos émotions et de la réponse que nous apportons aux situations que nous rencontrons. Deuxième raison, les émotions sont contagieuses, qu'elles soient positives ou négatives. Si vous vous laissez embarquer dans le pessimisme, la résignation, vous risquez de contaminer tout votre entourage, et pas que dans vos équipes. Ça aura également des répercussions dans la sphère privée. Cette contagion émotionnelle, elle est sournoise parce qu'on ne la voit pas réellement se mettre en œuvre. On ne peut que constater ses effets une fois qu'elle a fait son œuvre en remarquant les dégâts sur le moral de l'équipe, sur sa productivité. Donc c'est vraiment une invitation pour vous à cultiver un état d'esprit positif pour être le premier anticorps qui luttera contre cette contagion émotionnelle. J'espère que cette image vous parle en cette période d'épidémie. Troisième raison, qui dit crise dit traverser la crise pour en sortir vivant sur le plan économique s'entend. Et pour cela, vous avez besoin de toute votre énergie, de toute l'énergie de vos collaborateurs pour innover, pour vous dépasser et pour faire preuve de résilience en cas de gros coups durs. Nous avons besoin d'émotions positives pour être créatifs.
Si vous et vos collaborateurs, vous êtes dans un état d'esprit, entre guillemets, déprimé, vous n'aurez ni l'énergie, ni la créativité qui vous permettront de trouver les solutions qui feront que vous pourrez traverser au mieux cette période et rebondir une fois la crise terminée. Quatrième raison, sans imaginer le pire, vous avez aussi à vous préoccuper de la santé psychique de vos collaborateurs, à prendre soin d'eux, pour éviter que les plus fragiles ne glissent vers la dépression. Et ça peut être rendu plus compliqué par le télétravail et l'isolement, même si vous gardez un contact régulier en visio-réunion. Vous n'aurez pas la même qualité de relation qu'en présentiel. Donc ceci étant posé, regardons maintenant comment maintenir et entretenir un état d'esprit positif en contexte de crise, pour vous qui êtes en situation de management, que vous soyez à la tête d'une équipe ou d'une organisation entière, en fonction de votre position, avec toutes ces personnes qui sont là avec vous et qui en ont bien besoin aussi. Je vous propose 5 clés pour maintenir cet état d'esprit positif pour vous, pour vos équipes, pour votre organisation, pour vos collaborateurs. Première clé, focalisez votre attention sur les éléments positifs de vos expériences. Nous avons une tendance naturelle à accorder plus d'importance aux éléments négatifs de nos expériences, de notre vie, qu'aux éléments positifs. Et nous stockons également de manière prioritaire en mémoire les événements négatifs. Alors cette tendance, elle remonte à loin, à vraiment très loin, elle est ancrée en nous, dans les parties les plus archaïques de notre cerveau. Nos très lointains ancêtres vivaient dans des contextes qui étaient particulièrement hostiles, et ils devaient remarquer très rapidement tout ce qui était inhabituel, anormal, potentiellement dangereux, donc négatif pour leur survie. Et à partir de là, notre cerveau et nos sens se sont organisés en conséquence. Nous accordons plus d'importance au négatif qu'au positif, c'est vital pour notre survie. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous identiques par rapport à ça, ça peut être plus ou moins prononcé en fonction de nos histoires personnelles, en fonction de comment nous avons évolué. La PNL, programmation neurolinguistique, illustre ce phénomène avec ce qu'elle appelle un métaprogramme qui s'intitule match ou mismatch. Un métaprogramme, c'est une forme de programme qui tourne en nous de manière automatique et qui influence notre rapport au monde, notre rapport à la réalité. Les personnes qui sont plutôt match vont d'abord voir ce qui est présent, ce qui va bien. Celles qui sont mismatch vont d'abord voir en priorité ce qui ne va pas. Je vous illustre ça avec un exemple. Donc j'animais une formation en management qui comprenait des jeux de rôle pour conduire des entretiens individuels de fixation d'objectifs. 2 managers étaient en action, l'un en tant que manager pour fixer des objectifs, l'autre dans le rôle du collaborateur qui se les voyait attribuer. Et j'avais confié à 2 autres participants la mission d'observer l'entretien, puis de faire un feedback au manager sur la conduite de son entretien, sans leur donner de consignes particulières pour réaliser ce feedback. Le premier qui prend la parole nous dresse une liste de points négatifs, de choses qui n'ont pas été bien réalisées par le manager durant l'entretien. Le tout vraiment formulé de manière très négative. Le second prend la suite, étonné, surpris, en disant « c'est bizarre, moi j'ai trouvé que c'était vraiment super ». Et il nous dresse la liste de tout ce qui avait été bien fait durant l'entretien. Il n'avait même pas relevé de points d'amélioration. Donc le premier avait une tendance mismatch très forte et le second était plutôt match. Donc l'intérêt de cet exercice de feedback sans consigne était de démontrer la nécessité d'équilibrer ces 2 aspects dans un feedback, ce qui a été bien fait, et puis des points d'amélioration, ou formulés différemment, des suggestions pour faire différemment. On résume ça dans la technique du sandwich, voilà, un élément positif, 2-3 suggestions d'amélioration, et un dernier élément positif un peu plus global, pour terminer. L'idée étant également de ne pas formuler de critiques négatives, mais des suggestions d'amélioration. Je ne rentre pas dans le détail ici de l'outil feedback, il y aurait de quoi y consacrer un épisode entier. Donc pour vous-même, pour votre propre bien-être, regardez où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à votre tendance naturelle à voir plutôt le positif ou plutôt le négatif. Et dans le cadre de votre management, pensez à équilibrer, à envoyer aussi des signes de reconnaissance positifs à vos collaborateurs
pour qu'ils reçoivent des messages positifs qui alimenteront leur état d'esprit de manière positive. Pour ça, nous pouvons avoir besoin d'un peu de reprogrammation, reprogrammer notre cerveau en amenant notre attention sur ce qui va bien et en accordant plus d'importance à ces éléments positifs. Donc ça me permet d'enchaîner avec la deuxième clé qui porte, elle, sur la communication positive. En 2004, une équipe de recherche menée par Martial Lozada a cherché à mesurer l'impact de la communication sur l'efficacité des équipes. Et son équipe a étudié pour ça 60 équipes de direction ou de projets stratégiques dans des entreprises. Et ils se sont particulièrement intéressés à la relation entre les messages positifs et les messages négatifs échangés, donc le ratio message positif sur message négatif et l'impact de ce ratio sur la performance des équipes étudiées. Donc un message positif, par exemple, c'est tout simplement « c'est bien », c'est une bonne idée, je suis d'accord avec ça, est-ce que tu peux m'en dire plus? Tiens, pourquoi pas, explorons cette idée. Et puis les messages négatifs, ça sert à rien, on a déjà tenté un truc comme ça dans le passé, ça n'a pas marché, ça va peut-être être compliqué. Bien évidemment, au-delà des mots employés, il y a le ton de la voix, l'attitude corporelle qui peuvent renforcer aussi le caractère positif ou négatif du message. Et donc les résultats ont été particulièrement éloquents. Les équipes les plus performantes échanger plus de 5 messages positifs pour un message négatif. La performance était satisfaisante à partir de 3 messages positifs pour un message négatif. En deçà de 3 positifs pour un négatif, la performance était de moins en moins bonne. Et les équipes les moins performantes échangeaient des messages dont le ratio était en moyenne de 1 positif pour 3 négatifs. Donc petite parenthèse, ce ratio marche dans d'autres domaines de la relation, par exemple dans la vie de couple. Un couple qui dure échange aussi plus de 5 messages positifs pour un message négatif. D'autres chercheurs en ont extrapolé un autre ratio, il faudrait 3 émotions positives pour contrebalancer une émotion négative, ce qui me permet de rebondir sur la clé précédente. Un exemple, vous vous levez le matin, vous vous dites « Ah, ça va être une journée vraiment compliquée, j'ai 2 réunions particulièrement ennuyeuses, et puis j'ai un conflit à gérer avec un client qui est épouvantable. » Voilà, ces pensées vont générer un petit état émotionnel, entre guillemets, bof, voilà, et il vous en faudra 3 positives pour revenir, 3 émotions positives, pour revenir à un état d'équilibre, pour revenir vers un état d'esprit positif. Une étude anglaise a estimé qu'un enfant dans sa famille peut recevoir en moyenne 16 communications injonctives ou négatives pour une positive. 15 000 déclarations négatives dans une année scolaire. Et d'après cette étude, toujours, les enseignants ne passeraient que 1% de leur temps à féliciter leurs élèves. Donc vous voyez qu'on a également là un petit reformatage à effectuer pour apprendre toujours à porter le regard sur le positif, à cultiver les pensées, les émotions positives et une communication positive. Donc la communication, c'est du comportemental. Nos comportements sont directement influencés par nos pensées, par nos émotions, par nos intentions. Donc ça m'amène à faire le lien avec la 3e clé que j'ai envie de partager avec vous et qui consiste à s'appuyer sur ce qui fonctionne bien pour créer une énergie positive et se fixer des objectifs ambitieux. Comme nous avons tendance à remarquer plus facilement ce qui ne va pas, nous allons rentrer dans une recherche de réparation, réparer ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas. Cette tendance, nous la trouvons également dans la psychologie. De manière assez résumée, voire réductrice, on peut dire que la psychologie s'est d'abord intéressée au dysfonctionnement humain pour proposer des solutions permettant de les réparer. Et depuis quelques années, un nouveau courant de la psychologie propose une démarche radicalement différente. Il s'agit de la psychologie positive qui s'intéresse aux conditions qui vont permettre un fonctionnement optimal des individus, des groupes. Les travaux sur la communication positive dont je vous ai parlé précédemment proviennent de ce vaste champ de recherche lié à la réalisation et à l'épanouissement individuel et collectif. Je vous parlerai plus tard dans ce podcast de psychologie positive, d'entreprise positive et de leadership positif. J'y consacrerai une série d'épisodes. Là tout de suite, ce qui nous intéresse, c'est le fait de focaliser notre attention sur ce qui marche bien plutôt que sur ce qui ne marche pas. Quand on regarde ce qui ne marche pas et qu'on essaye de le réparer, on va rentrer dans l'analyse des causes de dysfonctionnement, on va rechercher des responsables,
on est orienté vers l'histoire, vers le passé. Et ça peut donner des échanges pas toujours très positifs, quelquefois même difficiles. Et puis réparer, c'est ramener les choses à la normale, c'est bien, mais ce n'est pas forcément très challengeant, très inspirant. Or, il y a forcément des choses qui marchent bien. Tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à changer. Et il est possible d'aborder les choses de manière plus optimiste, plus orientée futur et objectif. En mettant en lumière ce qui va bien, les bonnes pratiques, les forces présentes, c'est rassurant. On peut se dire que l'on fait aussi certaines choses bien. Ça crée une énergie positive. Et puis plutôt que de travailler sur ce que l'on ne veut plus, sur ce qui est à réparer, on va travailler sur ce que l'on voudrait de manière optimale. Le top du top. Nous allons nous fixer un objectif ambitieux. Par exemple, plutôt que de travailler sur les réclamations clients et comment réduire les délais de livraison en analysant le processus de la commande à la livraison et en identifiant tous les points de blocage, les erreurs, les dysfonctionnements, vous pouvez aborder le même sujet mais d'une manière totalement différente en travaillant sur comment offrir à vos clients un service exceptionnel. Vous allez passer d'une logique problème à résoudre à une logique ambition positive à atteindre. C'est un changement profond d'état d'esprit, c'est une toute autre énergie. Et je vous encourage vivement pour mobiliser et engager vos équipes à effectuer ce virage, regardez ce qui va bien, vous appuyez sur ces éléments positifs pour ensemble vous fixer des objectifs ambitieux. Je pourrais également rajouter dans cette troisième clé le fait de valoriser les réussites, de fêter les succès, il faut y penser aussi, si petit soit-il. Quatrième clé, créer un lien ouvert et soutenant. Donc dans cette période où le télétravail s'installe dans le paysage managérial, le risque d'isolement est à prendre en considération. Donc la qualité du lien n'est pas la même à distance, même si les outils dont nous disposons ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup de signes que l'on ne peut pas capter, des signaux faibles, que nous pouvons repérer et traiter quand tous les membres de l'équipe sont présents ou encore en tête-à-tête, en présentiel. Donc le risque serait de limiter les échanges à distance à des éléments purement factuels, comme par exemple des points sur l'avancement des dossiers ou sur les objectifs en cours. Il me semble vraiment important de prendre du temps pour aller chercher des informations plus qualitatives sur comment vos collaborateurs vivent la situation actuelle. Si c'est positif, c'est super, vous allez vous donner de l'énergie mutuellement. Si votre collaborateur est dans le dur, vous pourrez accueillir ce qui se passe et ainsi lui apporter le soutien dont il a besoin. Alors ça suppose bien sûr que vous soyez vous-même dans un état d'esprit positif, ouvert, accueillant, et que vous soyez prêt à provoquer ces moments d'ouverture où vous allez échanger sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez. Donc il y a là un sujet également à part entière qui concerne le management à distance. Je ne vais pas aller plus loin, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Dans tous les cas, ne faites pas comme si rien ne se passait sur le plan émotionnel. J'ai beaucoup entendu ces petites phrases, par exemple, on met de côté ses émotions quand on est au travail. On est là pour travailler, on n'est pas là pour parler de soi. Voilà. Elle nie les ressentis, elle nie les émotions, ou en tout cas le besoin de les exprimer. Je me rappelle l'histoire racontée par un participant à une formation en leadership lorsqu'il était jeune manager. Il venait de perdre son père, il traversait une période de deuil très difficile, et son manager lui demande de laisser ses émotions à la maison pour se consacrer pleinement à ses missions. Le message a vraiment eu beaucoup de mal à passer, sa réaction a été immédiate, il n'était plus possible pour lui de collaborer avec cette personne et il a demandé une mutation interne qu'il a très rapidement obtenue car c'était un élément de valeur dans l'entreprise. Et je pourrais vous citer pas mal d'exemples de ce genre rencontrés en plus de 15 années d'accompagnement et je pourrais même retrouver dans ma vie de manager, dans mon passé, des moments où focalisé sur les objectifs opérationnels, j'ai oublié de tenir compte des émotions de mes collaborateurs. Donc en résumé, écoutez vos émotions, écoutez celles de vos collaborateurs, laissez-les s'exprimer, laissez un espace pour ça. On appelle ça l'intelligence émotionnelle et c'est un élément clé dans la posture d'un manager. Et puis pour terminer, une petite clé, la cinquième, un peu plus personnelle, mais qui vous donnera de l'énergie professionnelle, créer des expériences positives. Nous avons besoin d'expériences, de projets qui nous permettent de trouver du plaisir, de la satisfaction, avec des choses qui nous font vibrer intérieurement, qui vont nous alimenter en plaisir, sur les plans professionnels comme sur les plans personnels. Donc si le contexte professionnel est plutôt morose, ce qui peut être le cas actuellement, avec les difficultés économiques, sociales liées à la Covid, vous pouvez vous raccrocher, entre guillemets, à des choses plus personnelles ou en développer de nouvelles.
C'est important pour garder un état d'esprit positif, un bon moral. Trouvez des projets qui vous font vibrer, qui créent une énergie positive. Je vous donne quelques exemples. J'ai revu dernièrement un chef de projet qui avait participé à une de mes formations. Le premier confinement avait été particulièrement compliqué sur le plan professionnel. Les objectifs du projet étaient redéfinis, son équipe complètement déboussolée. Eh bien, c'est sa passion de la cuisine qui lui a permis de maintenir un état d'esprit positif durant cette période. Bloqué à la maison, il a pu expérimenter de nouvelles recettes pour faire plaisir à sa famille, à ses enfants. Par la même occasion, il a pu satisfaire des valeurs fortes chez lui, en l'occurrence toutes celles qui touchent à la famille. Et il a ainsi équilibré les émotions positives et les émotions négatives. Je vous rappelle ce ratio 3 pour 1 à minima. Et ça lui a permis de rester positif dans son management à distance, malgré les difficultés, de soutenir ses collaborateurs, de maintenir une belle cohésion d'équipe et de bien sortir de ce premier confinement. Un autre exemple qui concerne un dirigeant que j'ai accompagné avec son équipe de direction l'année dernière, en sortie de déconfinement, donc du premier confinement, il est confronté à une situation assez chaotique pour remettre l'activité en route. Et c'est dans l'achat et le projet de customisation d'une nouvelle moto qu'il a pu s'évader, trouver du plaisir dans le choix de la moto, des accessoires, dans le suivi du chantier, des travaux, puis dans les premières utilisations de cette moto. Vraiment, dans ce cas-là, c'est retrouver une âme d'enfant, un nouveau jouet, là, un très gros jouet dans cet exemple. Et j'ai aussi un exemple avec un jouet un petit peu moins gros qui est un vélo électrique. Et puis la joie de se balader avec et de profiter de quelques moments de plaisir sur ce vélo électrique. Pour ma part, je profite de ce moment dans lequel mes activités d'animation sont en pause pour recontacter des amis que je n'avais pas entendus depuis trop longtemps. Et ces échanges amicaux me rendent particulièrement joyeux, m'amènent beaucoup de plaisir, ça me recharge en positif. Et puis je lance de nouveaux projets, de nouveaux défis, comme par exemple ce podcast, qui lui concerne directement la sphère professionnelle. Et j'y trouve une forme d'excitation par rapport aux objectifs que je me fixe, et ça me donne une énergie positive. Donc l'idée est vraiment de retrouver une énergie positive qui va se diffuser et rayonner dans la sphère professionnelle, ou simplement permettre de mieux vivre un moment difficile. Donc nos émotions positives ou négatives provenant de la sphère privée vont avoir un impact sur la sphère professionnelle, et vice-versa. Celles provenant de la sphère professionnelle auront une répercussion sur la sphère privée. Donc nous avons vraiment besoin de cultiver les émotions positives pour être au meilleur de nous-mêmes, pour prendre du plaisir, pour nous réaliser pleinement et pour accompagner les personnes qui sont en lien avec nous, avec lesquelles nous sommes reliés. Donc regardez les expériences positives que vous pouvez créer là maintenant, petites ou grandes, peu importe, et allez-y. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce thème, maintenir un état d'esprit positif en contexte de crise. Donc je vous récapitule ces 5 clés pour maintenir un état d'esprit positif. 1. Focalisez votre attention sur les éléments positifs de vos expériences. 2. Pratiquez une communication positive. 3. Appuyez-vous sur ce qui fonctionne bien pour créer une énergie positive et fixer des objectifs ambitieux. 4. Créez un lien ouvert et soutenant. 5. Créer des expériences positives. Notre prochain épisode concernera toujours ce contexte de crise avec quelques outils pour décrypter ce qui peut être vécu par vos collaborateurs et vous-même évidemment dans les situations de fort changement, dans les situations de crise. Donc si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés durant ce podcast Leadership et Transformation, n'hesitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez me contacter à partir de mon profil LinkedIn par exemple et de la messagerie ou directement sur mon email patrick.born@zentao-academy.com. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout, cultivez le positif.